Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, Alain Félix est à nos côtés. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au Télégramme et ensemble, nous allons commenter l'actualité de ce vendredi 2 décembre dans le Finistère. Un redressement judiciaire en vue pour la Sobrena. Les délégués syndicaux ont appris la nouvelle jeudi soir. L'administrateur judiciaire convoque un comité d'entreprise extraordinaire jeudi prochain. En attendant, les salariés de l'entreprise brestoise de réparation navale poursuivent leur action. Ce vendredi, ils ont bloqué un accès au port de commerce, un ras-le-bol qu'ils expriment au micro de Xavier Patrijon. Tout le monde dit et répète qu'ils sont avec nous, qu'ils veulent que la réparation navale perdure à Brest. Mais non, comme je le répétais, il y a les paroles, mais non, on veut des actes et puis très rapidement. La semaine prochaine, on a réunion de CE extraordinaire pour peut-être un redressement judiciaire. Bon, c'est une mauvaise et une bonne nouvelle en même temps, car ça nous permettra, suivant la décision du juge, de nous donner un peu de temps. Nous, on espère, c'est toujours pareil là, vers mars où l'activité serait peut-être capable de reprendre. Alors Alain, que signifie pour les salariés de la Sobrena ce placement en redressement judiciaire de l'entreprise ? Comme le disait la personne dans votre reportage, c'est vrai que ça peut donner un peu de temps. Quelque part, la société sera protégée pendant un délai plus ou moins long. La plupart des redressements judiciaires durent 6 mois, avec souvent une reconduction. Ce qui est sûr, c'est que Brest a besoin incontestablement d'un pôle de réparation navale. Ce serait dommage qu'une ville, un port comme Brest, évidemment, n'ait pas cet outil en main, d'autant qu'il y a des équipements avec les formes de radoub, et puis un savoir-faire incontestable à la Sobrena, par exemple. Donc prochaine réunion jeudi prochain. Des nouvelles à présent de Banque Populaire 5, toujours en route pour le trophée Jules Verne. 10 jours que le Maxi Trimaran a franchi la ligne de départ au large d'Ouessant. 10 jours qu'il est en avance sur les temps records de ce tour du monde en équipage sans escale. Loïc Perron continue de glisser très vite dans le sud. Ils sont au niveau des 40e rugissants. Direction le cap de Bonne-Espérance qu'il devrait atteindre dimanche matin. Pour remporter le trophée Jules Verne, Banque Populaire 5 doit être de retour avant le 9 janvier 2012 à 17h15 et 34 secondes. Alors Alain, pour le moment, ça a l'air d'être un sans faute pour Loïc Perron. Oui, c'est le bateau des superlatifs, donc un tel bateau engagé dans un record comme celui-là, c'est un peu normal, c'est sa raison d'être. C'est un bateau extrêmement rapide, bon, avec en plus un équipage plus que performant. Donc, vu sa taille, vu sa puissance, ce bateau est immense, avec une voile et donc un moteur gigantesque. Vu ce bateau, le record est à portée de main. La seule chose, c'est qu'on peut se poser la question plus largement pour la voile, est-ce que cette course à la puissance, justement, ne va pas être stoppée ? On le voit, par exemple, au nombre d'engagés sur le Vendée Globe. On voit bien que le milieu de la voile a quelques soucis financiers. On a du mal à lever de l'argent auprès des sponsors pour pouvoir s'engager dans la voile. Donc, j'espère que le Banque Populaire ne sera pas le dernier des plus grands géants des mers, parce que manifestement, ce bateau, c'est un bijou. Et vraisemblablement, le record est au bout. Réponse donc dans quelques mois. Plus que quelques heures avant que la Brestoise Laurie Tillman ne rende sa couronne. Samedi, une nouvelle Miss France sera élue au parc de Pinfeld à Brest. Jean-Pierre Foucault animera la soirée. Ce vendredi, ils ont déjeuné ensemble au port du Moulin Blanc à Brest pour rencontrer une dizaine de lecteurs du Télégramme. Xavier Patrijon. C'est le sourire aux lèvres qu'une dizaine de lecteurs du Télégramme savourent leur déjeuner. Ils sont les gagnants d'un concours organisé par le Télégramme qui leur permettait de partager quelques instants avec Miss France et Jean-Pierre Foucault. Nous avons rencontré quelques dizaines de lecteurs du Télégramme, donc avec qui on a partagé un bon petit repas. Ça a permis d'échanger sur mon année, sur ce que j'envisageais par la suite, et puis aussi sur le fait que cette fameuse élection de Miss France 2012 ait lieu chez moi à Brest. C'est dur de faire un bilan parce que finalement j'ai vécu tellement de choses en un an que c'est difficile de résumer ça en quelques mots, mais à partir du moment où on m'a posé la couronne sur la tête le 4 décembre dernier, autant dire que ma vie a pris un tournant décisif. Les convives sont aux anges et le déjeuner se poursuit. J'ai envoyé 2 coupons et apparemment c'est celui d'Internet qui m'a fait la chance d'être ici aujourd'hui. C'est un vécu de voir Jean-Pierre de vrai et puis de côtoyer Laurie, notre chère Miss France.
C'est la première fois que Miss France vient à Brest et par conséquent, comme moi je suis chaque fois, c'est la première fois qu'on vient, mais ça n'est pas la première fois que je viens à Brest. Je suis venu à Brest avec TF1 pour le grand quiz avec De Chavannes. On est allé faire un petit tour à Molène et il vient un temps idyllique comme aujourd'hui. Donc ceux qui disent qu'il ne fait jamais beau en Bretagne soient vilipendés et chassés. Ce repas a été l'occasion de parler de Brest et du concours Miss France. C'est aussi les derniers moments où Laurie Tillman arbore l'écharpe Miss France. Alors Alain, qu'est-ce qu'on en entend parler de ces Miss ces derniers temps? Alors bonne ou mauvaise opération pour Brest? On entend parler des Miss, mais on entend également parler de Brest, et c'est incontestablement une bonne opération pour la ville et sa région. Nous avons publié au Télégramme une enquête qui a montré que Caen ou Dunkerque, par exemple, avaient retiré des bénéfices. Vous avez entendu Jean-Pierre Foucault, pourtant il est marseillais, il dit bien que Brest, il y fait beau. Donc incontestablement, cette soirée, ça va être un plus. Et puis, il y a également Laurie Tillman, qui est une bien belle ambassadrice pour la ville de Brest. Nul doute qu'elle va le rappeler dans la soirée samedi soir. Et est-ce que vous pensez que samedi soir à Paimpfeld, Miss Bretagne pourrait prendre le relais? On va voir, elles sont 33 au départ, sur la ligne de départ, on va bien voir. Maintenant, avoir deux Miss issues de la même région 2 années de suite, c'est peut-être difficile, c'est certainement un handicap. Allez, direction Morlaix à présent, où le plan énergie-climat est lancé officiellement depuis jeudi soir. Ce plan vise essentiellement à développer les énergies renouvelables dans le pays de Morlaix. Explication Kevin Keillet. Une période de sécheresse en hiver et des trompes de pluie en quelques jours, vous n'y comprenez rien, eh bien le plan climat-énergie du pays de Morlaix est fait pour vous. Un plan climat-énergie, c'est quoi? Tout simplement, eh bien, c'est un programme de développement durable qui vise à l'atténuation et à l'adaptation de l'espèce humaine et de ses activités aux effets du changement climatique. Et pour démarrer ce plan en beauté, différentes animations sont prévues. Quiz interactif, coupe de bois sportive, démonstration de broyage, exposition. Tout pour expliquer de manière concrète le plan climat-énergie et la manière dont chacun peut, à son échelle, agir pour l'environnement. Je voulais découvrir un petit peu ce qu'il était possible de faire dans le cadre d'un projet de construction. Il faudra éviter d'utiliser des bouteilles en plastique. On va faire moins de transport, on va plus aller à pied. Ce plan climat-énergie a déjà des impacts visibles. L'espace aquatique de Morlaix, la médiathèque, la gendarmerie et plus de 5 autres bâtiments sont déjà chauffés grâce à une chaudière à bois commune. La filière bois-énergie est vraiment le secteur révélateur du volet de gouvernance qu'il est possible de réaliser sur un territoire. La première des donnes, c'est déjà de se dire, voilà, on va produire localement une ressource renouvelable qu'on va pouvoir pérenniser et localiser. Garantir une indépendance énergétique, maîtriser les prix, préserver l'environnement. Les enjeux sont nombreux. Les premiers objectifs sont fixés à 2020, moins 20% d'effet de serre, 20% d'efficacité énergétique et 20% d'énergie renouvelable en plus. Alain, il existe en Bretagne le plan EcoWatt, le plan Tracowatt et maintenant ce plan énergie. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus? La recherche, c'est de diversifier l'énergie utilisée en Bretagne. Et ce qui est peut-être plus intéressant encore dans ce plan climat, c'est qu'il s'inscrit dans le protocole de Kyoto, qui prévoit donc moins de gaz à effet de serre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une initiative locale. Donc on voit bien que Kyoto, qui pourtant, et c'est actuellement discuté à Durban en Afrique du Sud, ce plan qui est mondial, eh bien on en voit la traduction au plus près sur des initiatives locales, sur une communauté de communes. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, parce que c'est peut-être ça finalement qui est le plus porteur d'avenir, d'essayer de caler ce protocole de Kyoto qui semble une grosse machine internationale et d'essayer de le caler au plus près des usagers et donc de la population. On va rester en pays de Morlaix. Est-ce que vous connaissez le groupe Prime? Joker, non. Non? Alors nous allons le découvrir ensemble. Ce sont 4 lycéens de Plourin-les-Morlaix. Ils jouent du métal néoclassique et ils ont été sélectionnés pour participer à un radio-crochet diffusé en prime time le 6 décembre. Des millions de téléspectateurs vont, comme nous, les découvrir. Écoutez-les. Salut, moi c'est Mathieu, donc guitariste rythmique du groupe. Salut, moi c'est Gauthier, le bassiste. Salut, moi c'est Jean, le batteur. Salut, moi c'est Arthur, guitariste. Prime, c'est eux, 4 jeunes de 17 ans qui ont joué leur premier concert au lycée Tristan-Corbière à Plourin. Et le samedi 6 décembre prochain, c'est devant les caméras de France 2 à Paris qu'ils vont se produire, lors de l'émission La Grande Battle.
Pour être sélectionné, il fallait revisiter un morceau de classique, une aubaine pour ce groupe de métal néoclassique qui travaillait déjà sur les 4 saisons de Vivaldi. C'était de trouver quelque chose d'original parce que ce morceau il était repris des milliers de fois. Il suffit de taper Vivaldi sur internet, on est tombé sur plein de versions différentes. Et justement le métal, c'est ce qui est plus fidèle au classique parce que justement le classique de l'époque c'était par exemple Vivaldi, c'était le métal de l'époque. Une chance donc pour ce groupe seulement vieux de 4 mois qui s'entraîne chaque semaine dans ce local de la mairie et s'enregistre eux-mêmes. Une énergie, une spontanéité qui a su les démarquer parmi les plus de 500 groupes volontaires. On fait pas un style par rapport aux autres, on fait un style par rapport à nous. Et pareil pour les inspirations classiques, ça vient comme ça. Moi par exemple je m'amuse pas à écouter des CD classiques histoire de trouver un truc qui colle. Si j'entends bien. Le but principal c'est surtout de se faire plaisir. Et si ça fait plaisir aux autres c'est encore mieux. C'est là c'est le plaisir certes. Mais cette émission, c'est aussi l'occasion de se faire connaître, d'espérer vivre de leur passion. Le meilleur groupe, désigné par le public, par SMS ou téléphone, recevra un prix de 20 000 €. Et on leur a déjà proposé la première partie de Merzine. Alors, regardez l'émission et votez pour nous! Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Alain Félix d'être venu commenter l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, retrouvez Frédéric Lorenzon à ma place. Au revoir, bon week-end.